Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, bonsoir à vous tous. مساء الخير في الأول نزول في الأول. C'est c'est le trop-plein de fatigue. C'est vraiment le trop-plein de fatigue. Mais euh, ne rien dire sur les informations que vous, chers frères et sœurs d'Algérie, ignorez, vous laissez aller, aller, aller dans des directions complètement incertaines, serait, serait une trahison de ma part, serait une forfaiture de ma part. Donc, parce qu'il y a des informations qui s'accélèrent, il y a des informations. Vous, chers frères et sœurs, vous êtes sous un état de choc, là. Vous êtes sous un état de choc, ce qui est appelé la thérapie du choc, mais vous recevez tous les chocs d'un bloc. Et vu le très peu d'informations locales, hein, l'information nationale hein, qui vous est balancée, probablement le très peu d'intérêt que vous, chers frères et sœurs d'Algérie, portez à l'information sérieuse, là, pas à l'information d'intox, à l'information de radicalisation, à l'information de destruction. Je parle de l'information qui vous permet de voir plus clair, là, qui vous permet de voir plus clair. Je vous avoue que je suis sursaturé, mais je continuerai à faire ce que je peux. Je continuerai à faire ce que je peux. Je continuerai à dire tout ce... J'apprends que j'arrive à interpréter. Pour aujourd'hui, je me mettrai sous l'emprise des mots de Lounas Matoub. J'ai dépassé l'âge, bien sûr, j'ai dépassé l'âge d'être sous l'emprise de quelqu'un ou d'infatuation. Mais c'est le cas de Lounas Matoub et de Hussein Ahmed, plus une troisième personne, sont très particuliers pour moi. D'autant plus que Lounas Matoub mérite, ou du moins de ma part, que je me penche sur son travail d'un point de vue académique, d'un point de vue universitaire, d'un point de vue universaliste, c'est-à-dire le faire sortir de cette information populaire, hein, populaire. Je n'ai pas de mépris pour ceux qui apprécient, qui aiment, qui adorent, qui vénèrent Lounas Matoub à leur niveau de compréhension. Je n'ai aucun mépris, au contraire. Je les adore. Mais je mettrai mes mots pour aujourd'hui sur... Donc, je mettrai plutôt mon intervention sous le motto extrait à partir des mots de Lounas Matoub. Là où il dit Anwikmidi Kisni Romi à Ben Karim Ben Mehdi, qui t'a enlevé, qui t'a extirpé des griffes de la France. Abban Ramadan, Karim Belkacem, Ben Mehdi, l'Arabie Ben Mehdi. Mais la question maintenant, Anwikmi Rani Romi, qui t'a redonné, qui a offert une seconde fois l'Algérie à la France. Bien sûr, avec ce qui s'est passé maintenant à la dernière session des droits de l'homme de l'ONU, à laquelle je reviendrai, hein, je reviendrai après. La réponse est toute simple, mais la donner en Algérie,
la personne qui prononcerait ces mots en Algérie risque d'être fondue dans l'acide chlorhydrique. Ils vont le faire fondre dans l'acide chlorhydrique. Donc, qui a redonné l'Algérie à la France? C'est l'actuel état-major de l'armée. C'est l'actuelle prétendue présidence de la République. C'est l'actuel gouvernement en tant qu'exécutant. Donc, l'actuel état-major de l'armée et l'actuelle présidence de la République, si tant est, nous pouvons l'appeler présidence de la République, si tant est, nous pouvons l'appeler état-major de l'armée. Ce sont eux qui ont redonné l'Algérie à la France. Chers compatriotes d'Algérie, la plèbe chez Abdelbasset. Et je repense maintenant à ce frère, à mon ami, à cet intime, Rachid Talbi, paix à son âme. Kermar Barachid, Rachid Talbi, ancien banquier, membre de la troupe de Bza. Rachid, percussionniste, percussionniste, il est plus au bendir et à la guitare. Je repense à lui avec beaucoup d'émotion, Rachid Talbi. Il avait l'Algérie dans chaque atome de son cœur, il avait l'Algérie dans chaque atome de sa tête. Mais il l'avait à sa manière, il l'avait avec son art, avec son fun. Bon. Donc, أنويك ميدي كسني ورومي عبان كريم بالمهدي أنويك ميراني ورومي l'actuelle présidence de la République, l'actuel état-major de l'armée. Chaque fois que j'aborde un point et un aspect ou un point particulier, et à chaque fois que je le fouille un peu plus, je découvre des monstruosités. Avant de vous parler de ces monstruosités que j'ai découvertes, je le dis et je le répète, chers compatriotes d'Algérie, continuez à résister dans la dignité, continuez à résister au massacre que vous allez subir. Je vais en parler après, après le FMI. Continuez à résister, c'est tout ce qu'il y a comme solution. Ne jamais aller dans la violence. Et oubliez ces histoires de manifestation-là. Pour ceux qui se hasarderaient à venir sur le terrain de mon opposition à ce mouvement dévastateur qu'est le Hirak et à sa gestion calamiteuse par l'état-major de l'armée, je vous invite à jeter un coup d'œil sur des papiers signés en 2014. Voici le titre. Algérie sous le double choc monétaire identitaire. Soumission ou déstabilisation. Ça, c'est en 2014. Le titre, c'est Algérie sous le double choc monétaire identitaire, soumission et déstabilisation. Et je vais vous montrer le titre. Le voici. Donc ça c'est le titre. Deuxième papier. En 2018.
C'était août 2018, avant le congrès de la Soumane. Août 2018, Algérie, le congrès d'une révolution sans l'identité de Rachid et d'Avia. Ça, c'est le titre. Algérie, le congrès d'une révolution sans l'identité de Rachid et d'Avia approche par l'équilibre de John Nash. C'est-à-dire là, vous allez trouver des graphiques, vous allez trouver une modélisation. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Il y a un graphique. C'est des approches complexes, c'est vrai. C'est des approches complexes. Donc ça, c'est en 2018. Vous allez trouver deux équilibres de Nash. Vous allez trouver deux équilibres de Nash. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Vous allez avoir une idée. Bon, il y a de la littérature. Hein, le graphique est expliqué avec de la littérature. Il y a même un paragraphe, lecture du graphique. Vous allez voir l'induction à rebours, etc. Ça, ce sont des approches théoriques assez complexes, je le reconnais. Mais c'est de la pensée complexe, c'est ce mode de raisonnement que j'aime. Bon. Je reviens sur le titre. Le congrès d'une révolution sans l'identité de Rachid d'Abia. Rachid, il s'agit de Rachid Talbi. C'est un monument, cet homme-là. C'est un monument, cet homme, Ahmar Barachid. Ahmar Barachid. Rachid Talbi, chers frères et sœurs, je profite de ce moment d'émotion, c'est beaucoup d'émotions qui montent. Hein? Je pense à son épouse, à ses enfants, à qui je dis, bon ben, j'espère que la vie m'offrira l'opportunité de vous voir. C'est une parenthèse. C'est grâce à Rachid Talbi que la troupe de Bza, c'est grâce à lui. J'avais insisté, j'étais à la limite de la supplication. Hein. Avec Rachid, il n'y avait pas de supplication. Rachid. C'est le sourire qui me revient aux lèvres. Ce sont des mots intimes que me disait à Rachid. Des mots de sa vie privée de Rachid. Madame, je vous promets que je vais vous le répéter. Ah oui, madame, ce que disait madame, ce que vous représentiez dans le cœur de Rachid, moi je le connais. Il me disait. Donc, Rachid Talbi, c'est grâce à Rachid Talbi que la troupe de Bza a réexécuté en privé la chanson Octobre.
octobre 88. C'est lui qui avait insisté. On s'est entendu à Rachid. À Alger, Rachid, nous avons une séance de travail programmée à Vgaïth, pour le week-end d'après. Rachid, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il a exécuté, j'ai la vidéo intégrale, hein. C'est-à-dire j'ai la vidéo brute, c'est-à-dire sans censure, etc. Parce que celle qui a été diffusée est légèrement censurée, il y a des aspects intimes, voilà. Avec Rachid, nous avons voyagé la nuit. Nous sommes rentrés de Béjaïa à Alger la nuit. La nuit, avec Abdelatif Bounab, Titif. Nous avons dîné, nous sommes passés par notre maison, par la maison de Ima à Boujdil. Ima nous a donné à manger. Ima nous a supplié de passer la nuit à Boujdil et nous avons refusé. Donc nous sommes montés à Alger la nuit même. Ima qui me suppliait de l'appeler dès que j'arrivais à Alger. Donc nous avons déposé Rachid dans ma voiture. Donc j'ai déposé Rachid à Dergana. Burj Bahri. Chez lui. Ensuite, j'ai passé la nuit chez Titif, à Sidi Moussa. Durant ce voyage, nous avons passé un moment un peu difficile. Nous avions peur pour Rachid. Il nous a fait un malaise. Donc, Rachid, t'es un frère. Bon. Donc, ça, c'est pour le congrès de... donc, c'est un papier du mois d'août 2018. Voilà. Un autre papier. En 2016. Novembre 2016. Donc, pour ceux qui s'amuseraient à venir sur ce terrain des révolutions pacifiques et pas des révolutions colorées. Pas de ce mouvement de Hirak là. C'est en 2016 que j'ai écrit « Algérie, la peur d'une révolution pacifique et la voie pour la guerre ». Donc c'est en 2016 que j'ai écrit « Algérie, la peur d'une révolution pacifique et la voie pour la guerre ». Donc ceux qui ont l'intention de venir sur ce terrain doivent se rhabiller d'abord. En 2017, après l'Espagne, le choc identitaire en Algérie est la solution refusée. Après l'Espagne. L'Espagne, c'est la période où la Catalogne a déclaré son indépendance et quand le président proclamé ou élu par les Catalans a fui, la France a refusé de l'héberger, de lui accorder l'asile politique. Le Canada a refusé de l'accueillir. Carrément, il a été interdit d'entrer. Interdit d'entrer au Canada. La France avait refusé. Il a trouvé refuge en Belgique. Le choc identitaire en Algérie est la solution refusée. Maintenant, des compatriotes se trouvent condamnés à perpétuité pour ces histoires-là. C'est en 2014, dans une lettre à la présidence de la République, que j'ai inclus des généraux pour éviter ce genre de problème. Voici pour le tour de questions des papiers. Donc, avec les titres, vous pouvez retrouver à Google, vous pouvez lire le détail. Bon.
J'espère que j'aurai suffisamment de temps pour aller sur le FMI parce que c'est le désastre, hein. C'est la calamité qui attend les Algériens après la dernière présentation du ministre des Finances qui, pour la première fois, qui a parlé pour la première fois devant les députés et qui a montré son niveau de terreur des généraux. Il est terrorisé par les généraux. Alors que j'ai reçu ce matin le communiqué du FMI qui est disponible sur le site internet du FMI qui concerne l'Algérie. Pendant qu'on faisait le tbel avec les droits de l'homme, dans l'un des papiers que je viens de citer, il y a le lien entre l'examen périodique universel et l'économie et les pressions internationales. Et vous allez voir le jeu pernicieux de l'Allemagne, de l'Égypte et de la France. Le jeu pernicieux, hein, sur les droits de l'homme. En parlant des droits de l'homme, là, maintenant, parce qu'il est fort probable que j'oublie, je ne fais aucune distinction entre les condamnés. Je ne fais aucune distinction entre les prisonniers d'opinion en Algérie. Nous verrons sur quoi débouchera la visite des membres du commissariat aux droits de l'homme de l'ONU en Algérie bientôt. Nous verrons sur quoi débouchera l'indicateur. Si le nouveau haut-commissaire, M. Turk, va en Algérie, il y a un espoir, un petit espoir, très ténu là, hein, très ténu, pour qu'il y ait peut-être la libération de certains otages. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Je reviens maintenant à ça. Casque bleu de la MINUSMA, Force et Police. La MINUSMA, c'est la mission des Nations Unies au Mali. Voici les effectifs. Voici certains autres effectifs. Voici certains autres chiffres, etc. Les chiffres, l'abandonne. Parce que si j'allais dans le détail de la MINUSMA, je vais vous perdre. Ce qui est intéressant, ce qui est important de voir, c'est cette carte géographique. Hein. La carte, elle est accessible sur Internet. Vous allez voir la répartition des forces de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Vous allez voir les campements. Je vais rester en surface, hein. Je vais rester en surface. Donc, les forces de la MINUSMA sont réparties dans des campements, dans des casernements, hein, dans des unités au nord du Mali. Au nord du Mali. La plus proche, elle est du côté de Kidal. Kidal, c'est un village, une ville malienne au nord qui fait face à Tinzaouatine en Algérie. C'est-à-dire, c'est probablement à une demi-heure à vol d'oiseau. Une demi-heure à vol d'oiseau. Maintenant, en route, par voie terrestre, j'ignore. Kidal. Donc, les forces de la MINUSMA sont réparties dans différents casernements. 90% des effectifs de la MINUSMA sont composés de pays sous-développés. Je donne. La Guinée, 1500 personnes. Le Tchad. Un pays qui crève la dalle et qui envoie 1400 personnes. Le Bangladesh, 1322. Le Burkina Faso, 1090. L'Égypte, 1040. Le Sénégal, 900. Le Togo, 932. Le Niger, 867. La Côte d'Ivoire, 818.
L'Allemagne, 429. C'est de vous rappeler uniquement ces chiffres des pays sous-développés. Vous remarquez que dans le top 10, hein, ça c'est le top 10 des plus grands contributeurs à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Les casques bleus et les forces de police. Police, casque bleu, c'est la même chose. Hein? C'est les 10 plus grands contributeurs en termes d'effectifs. 95% des effectifs sont composés de pays sous-développés. Vous avez remarqué l'absence de la France. Ah, ça, c'est l'ONU. Vous avez remarqué l'absence de la France. Elle qui claironne, à qui veut l'entendre, qu'elle est là pour aider le Mali. Maintenant, il y a l'Allemagne qui quitte, qui a décidé de rapatrier ses soldats. Il y a l'Allemagne, il y a le Danemark qui a décidé de retirer ses troupes de la MINUSMA. Retirer ça. Donc, s'il vous plaît, là, vous... Il n'y a pas de mépris. Le sous-développement est là. Quand un pays sous-développé, il est sous-développé. Imaginez des soldats de pays sous-développés qui veulent apporter la paix dans un pays tout aussi sous-développé. Est-ce qu'ils vont rester? Ah, ils vont en partir. Donc maintenant, le lien. Le 1er novembre passé, que s'était passé à Alger? Le secrétaire général des Nations Unies a été présent au sommet de la Ligue arabe, invité d'honneur. Et j'ai dit qu'il fallait que je fume beaucoup de moquettes pour que je croie qu'il était l'invité d'honneur du sommet de la Ligue arabe. Donc, il est venu pour dire que la MINUSMA est en voie de disparition, c'est-à-dire la mission de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, le mandat ne sera plus renouvelé parce que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont en guerre. Élément accessoire, c'est-à-dire ils vont laisser les forces Wagner de la Russie se casser la gueule. Et il y a, d'un point de vue droit international, l'impossibilité de renouveler cette mission. Donc, le secrétaire général des Nations Unies est venu à Alger pour dire à l'Algérie, attachez vos ceintures, Macron va vous exploser. Il va exploser votre sud, le nord du Mali et le nord du Niger. Le nord du Mali et le nord du Niger et le sud de l'Algérie. Il va vous exploser. Parce que lui, il contrôle l'état-major de l'armée algérienne. Il le contrôle. La meilleure preuve du contrôle, c'est le CEMOC, c'est le comité d'état-major opérationnel conjoint. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, pour la police, le Sénégal a fourni 324 éléments. Le Bangladesh a fourni 165 et l'Égypte 140, quelque chose comme ça. Et le Niger a fourni 26, la Tunisie 27, la France a fourni 14. 14 policiers. Que font ces policiers? Est-ce qu'ils règlent la circulation au Mali? Est-ce qu'ils font des amendes? Qu'est-ce qu'ils font, policiers? Ils surveillent les viols des jeunes femmes et des jeunes filles et des jeunes femmes. Jetez un coup d'œil sur ça au Mali, vous allez découvrir
ce qui sont aux yeux. Parce que si j'allais dans le détail, vous allez fuir. Oui. Vous allez fuir. Bon. Donc, voici l'objectif de la visite de la MINUSMA. Si maintenant, profite. Ça me dérange, vous le savez maintenant, ça me dérange de parler de personnes, de noms, etc. Mais le caractère immonde de la diplomatie algérienne est indescriptible. Bien sûr, la diplomatie algérienne est le reflet des décisions des généraux de l'état-major, là. La diplomatie algérienne est le reflet de la nullité de ceux qui sont à la présidence de la République. Mesdames et messieurs, prétendus conseillers, experts, vous qui êtes tapis dans les bureaux de la présidence de la République, la conciergerie de Macron, vous êtes nuls dans la compréhension des enjeux. Les enjeux, c'est depuis 2011-2012 que j'ai commencé à traiter ces sujets, que ce soit d'un point de vue pragmatique ou d'un point de vue théorique. Vous rentrez chez vous et vous revenez demain matin, tout dépend du poids de ceux qui pèsent au niveau de la présidence de la République et de l'état-major. Voici la solution et nous allons la pratiquer. Voici, c'est ça la solution, nous ferons comme ça et comme ça et comme ça pour aller droit dans le mur. Pour aller envoyer, pour amender la Constitution et inclure un article sur l'intervention de nos soldats. Les soldats algériens, hommes et femmes, sont mes frères et sœurs, ils ne doivent pas y aller au four crématoire. Oui, qu'ils interviennent dans un cadre normalisé, juridique, balisé par une demande du peuple et du malien et du peuple nigérien, oui, à travers leur assemblée. Et ça, ce ne sera pas gratuit. Les Maliens et les Nigériens, vu leur passivité, le dernier message que j'ai envoyé au chef d'État, je vais revenir sur le précédent président du Niger, a montré le niveau de blocage et leur peur de Macron. Vous attendez de la nation algérienne pour qu'elle vous sauve comme elle l'a fait durant les années 60 et les années 50 et 60? Oui, la nation algérienne vous sauvera et elle est capable de vous sauver à condition de mettre le prix. Vous mettez le prix. Quel est ce prix? Ça fait longtemps que je vous ai proposé de rencontrer, y compris vos services secrets au Canada. Je vous ai proposé de les rencontrer pour essayer de voir un petit peu comment se fera l'intervention de l'armée algérienne et comment seront compensés les sacrifices des Algériens qui seront privés de nourriture, des médicaments et des aliments de base qui vous seront transférés. Parce que la nation algérienne doit être solidaire de la nation malienne et de la nation nigérienne. Ça, il ne faut pas mélanger là. Il faut pas mélanger. La nation algérienne doit dire sa solidarité à la nation malienne. Elle doit dire sa solidarité à la nation nigérienne, sa solidarité à la nation tchadienne, à la nation burkinabé. Ça, elle devrait le dire. Mais la solidarité, oui, la solidarité, c'est monnaie. Il ne faut pas avoir peur là, des mots là maintenant. Oui. Bon. Juste après le 1er novembre, une semaine après ma dernière intervention, le précédent président du Niger, Issoufou, M. Issoufou, est venu à Alger. Rien n'a été dit de ce qu'il a fait à la présidence de la République, mais il a été dit qu'il a rencontré certains militaires, etc.
Monsieur Issoufou, je vous le dis à vous, à combien de reprises vous ai-je contacté de par le passé? Combien de solutions vous ai-je proposées? Parce que maintenant, votre protégé, c'est-à-dire l'actuel président du Niger que vous avez aidé à devenir président avec l'assistance de la France, j'ai suivi de bout en bout l'élection présidentielle du Niger. Pour aider votre protégé, vous avez venu solliciter l'aide de l'armée algérienne. L'armée algérienne aidera les soldats de l'armée algérienne. Les officiers du rang aideront la population nigérienne mieux que les forces internationales. Oui, que l'ONU que nous donne ses équipements, oui. Que l'ONU mette la main à la poche, oui, pour financer l'intervention de l'armée algérienne. Mais l'armée algérienne le fera pour la nation malienne, la nation tchadienne, la nation nigérienne, la nation burkinabé. Pas pour ceux qui sont terrorisés par Emmanuel Macron. Vous êtes terrorisés par Emmanuel Macron. Monsieur Issoufou, il faut éviter d'amalgamer vos missions en Algérie. Vos missions publiques, hein, c'est-à-dire celles qui sont vos visites, vos déplacements en Algérie qui sont rendus publics. Non, sans parler des contacts au téléphone, des contacts secrets, etc. etc. Avec votre prétendue mission du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres. M. Guterres vous chargé d'une mission. Cette mission a une fin. A une fin. Quand est-ce qu'elle prend fin, cette mission? Tous les missionnés par le secrétaire, par l'ONU dans les pays d'Afrique du Nord ont connu des échecs. Écoutez, la Libye, le Rwanda, le Congo, le Tchad, la République centrafricaine. Et encore. Je commençais à faire la liste, là, je vais passer 3 heures. Et si je commençais à remonter dans le temps, je vais mettre une journée. Chers compatriotes d'Algérie, avec ce semblant de liberté dont je dispose au Canada, je le répète, l'état-major de l'armée doit être renouvelé. Et dans ma tête et dans mes mots, il n'y a aucun sentiment de haine, de mépris, ou de racisme, ou je ne sais pas quoi. Il y a un sentiment, il y a un raisonnement d'efficacité. L'actuel état-major, il est complètement dépassé par les événements. Je fournis un argument additionnel. Maintenant, et c'est le plus grave. Je répète que l'article 6 de l'OTAN considère l'Algérie comme étant une colonie française. À ce jour, personnellement, j'ai demandé sa suppression. J'ai demandé officiellement au secrétaire général de l'OTAN, avec une lettre au président des États-Unis d'Amérique et au secrétaire général de l'ONU, pour supprimer cet article infamant, insultant vis-à-vis de l'Algérie. Donc, il n'est pas supprimé. D'un point de vue de droit international, vous, généraux de l'état-major, vous êtes des généraux de l'armée française. Donc, c'est pour cette raison que l'état-major doit être renouvelé de l'intérieur. Les généraux patriotes, parce qu'il doit y en avoir des généraux patriotes, parce qu'il doit y en avoir des officiers supérieurs patriotes, parce qu'il doit y en avoir des officiers subalternes patriotes, des soldats patriotes, des sous-officiers patriotes. Il doit y en avoir et il en existe dans l'armée algérienne.
simplement dit, merci à vous, c'est grâce à vous que l'Algérie demeure debout. Et grâce à la résistance de la nation algérienne qui résiste à toutes les souffrances. Qu'attendez-vous pour réagir? Vous êtes des généraux de l'armée française, là, hein, d'un point de vue du droit international. Article 6. Le pire. D'après l'APS, mes informations sont de l'APS, Algérie Presse Service, ou de sites officiels, tels que celui du Parlement. Je vais en parler après, là, les députés, là. Un député inconnu au bataillon a représenté l'Algérie au congrès des pays membres de l'OTAN et de leurs partenaires en Espagne. Un député algérien a participé au congrès des parlements des pays membres de l'OTAN et de leurs partenaires. C'est un député algérien. C'est-à-dire, d'un côté, vous êtes membre de l'OTAN, des assemblées parlementaires des membres de l'OTAN, c'est-à-dire, vous êtes l'Ukraine, vous êtes pour ce que fait l'OTAN partout dans le monde, vous êtes contre l'Ukraine. Vous devez vous positionner contre l'Ukraine. C'est la position officielle de l'OTAN. Et de l'autre côté, l'Algérie, diplomatie débile. Non, on préfère cultiver la neutralité et nous préférons faire des manœuvres militaires avec l'armée russe ou à la frontière ouest avec le Maroc, alors que le danger est à la frontière sud et à la frontière est. Le danger est à la frontière de la Libye, du Mali, du Niger. Avec un chef d'état-major qui continue à exister, à parler. Alors que ça devrait rentrer chez lui, c'est un chef d'état-major qui devrait rentrer chez lui il y a longtemps. Des généraux grabataires qui dépassent les 80 balais et qui continuent à se montrer. Oh. Un député qui a assisté à un congrès des parlements des pays de l'OTAN. Il va rentrer en Algérie, à qui est-ce qu'il va primer? Est-ce qu'il va primer? Ah oui, j'ai été en Espagne. Espagne, c'est ça. Espagne ou Portugal. Je pense que c'est l'Espagne. J'étais en Espagne, j'ai assisté au congrès des parlementaires, députés, j'étais avec ma cravate, etc., etc. J'ai visité Madrid, j'ai visité ceci et cela. J'ai eu des frais de mission pour 2 jours ou 3 jours, probablement de 3 000 euros. Et j'ai vu les élus du Congrès des États-Unis d'Amérique parler. Il a vu les élus du Congrès des États-Unis d'Amérique qui contrôlent l'OTAN de bout en bout. Il les a vus. Ah oui. Ah, il savait bien parler. Mais qu'as-tu dit? Est-ce que tu as dit que l'Algérie... as-tu demandé... Ce député-là, as-tu demandé l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN? Si c'est la question de l'OTAN. Et non. Bien sûr, toute cette question de l'OTAN, des généraux, etc., il faut du moins, il faut la contextualiser. Hein? C'est-à-dire maintenant, ce qui s'est passé à Genève sur les droits de l'homme en Algérie, condamnation, on condamne à tort, on continue à condamner à tort et à travers en Algérie, on libère par là et on envoie une fournée par là. Je ne fais aucune différence entre les détenus d'opinion. Peu importe les divergences. D'ailleurs, pour la majorité d'entre eux, je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec eux. Excepté une seule fois pendant 2 ou 3 minutes, c'était en 2000,
2-3 minutes maximum. Avec l'ancien secrétaire général du Congrès mondial Amazir, certain Belkacem, quelque chose comme ça. Certain Belkacem. Monsieur, ce secrétaire général du CMA, du Congrès mondial Amazir 2001-2002. 2002, je vais vous... Probablement que vous avez une meilleure mémoire que la mienne. Peut-être que vous allez vous rappeler ce que nous sommes dit, ou à Voujlil, dans mon village natal, contre une réunion de mouvement d'organisation du printemps de Kabylie de 2001 jusqu'à 2004. La CICB, la coordination communale, la coordination, c'est ça, la CICB, la coordination intercommunale des communes de Béjaïa. Quand elle a organisé sa rencontre périodique à Voujlil. Ça, je me souviens. Ah, c'est moi. Monsieur Eit Belkacem, Monsieur Belkacem, j'ai oublié le nom de la personne. Je vous dis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter en aparté? Je vous ai parlé de la question de Tamazirt et de la mazirité de l'Algérie à l'époque. Ensuite, dans la salle de débat de l'école Boujlil, l'école du stade, il y a eu des débats, et Dieu merci, ce jour-là, il y avait deux compatriotes de Voujlil, le président de l'Assemblée et un assesseur, un assistant. Surtout le président de l'Assemblée. Ce jour-là, il a été époustouflant. Il a été merveilleux. Ce jour-là, il a été le président de l'Assemblée de ce jour-là. Ah, il se reconnaîtra, mes compatriotes de Voujlil peuvent poser la question qui a présidé à la coordination intercommunale de Voujlil, 2002-2003, quelque chose comme ça, hein, 2002-2003. 2002-2003, je ne me souviens pas exactement de la date de l'année. Dieu merci, il avait régné en maître, il avait maîtrisé les débats de bout en bout. Il avait maîtrisé les débats, la discussion, la conduite des débats de bout en bout. Et il y avait un autre, le rédacteur du communiqué final. Ah ben, c'est quasiment, c'est une sommité internationale, le mec. Celui qui a rédigé, qui a influencé la rédaction du communiqué final. C'était le communiqué final de la coordination de la réunion qui s'est tenue à Voujlil. Je pense que s'il est retrouvé, il fera partie peut-être des meilleurs, s'il n'est pas le meilleur. Ah. Même si j'étais loin de la rédaction, même si j'étais très loin de ce qui s'est passé à l'intérieur, j'étais présent. Mais j'étais au courant de ce qui s'est passé à l'extérieur. C'était... Dieu merci. Voujlil est sorti ce jour-là. Même s'il y a eu quelques événements qui ont suivi, mais des événements vite contenus. Hein, vite contenus. La situation s'est calmée après, parce que Voujlil a failli dégénérer. Bon. Maintenant, ça c'est... chef d'état-major, partez chez vous. Une élection présidentielle anticipée est obligatoire. Geler l'APN est obligatoire. Reconduire la loi des finances 2022 pour 2023 est obligatoire. Maintenant, j'arrête sur cette histoire de l'OTAN, de Issoufou, etc., du Niger, de la MINUSMA. Ah, je vais dire des trucs, je vais dire quelques mots sur ce que vient de faire le FMI pendant que cette période, pendant que le FMI tapait en Algérie et à Alger même, hein, par Madame Geneviève Verdier du FMI, parce que
voici le communiqué que j'ai imprimé. Bon, je ne vais pas dire tout. Je ne vais pas tout dire. Mais je vais résumer ce qui attend mes compatriotes d'Algérie. À tout de suite.